Madame la ministre, vous n'êtes pas la ministre de la Santé. Non, sans hésitation, je peux vous dire que vous êtes la ministre de la maladie publique. Avec les lobbies qui vous dirigent, les lobbies agroalimentaires et pharmaceutiques, vous faites en sorte de nous rendre malades volontairement. Et oui, que voulez-vous? Cela fait marcher l'économie. Nous savons tous aujourd'hui à quel point l'argent est devenu l'élément central de vos politiques au mépris de l'éthique et de la morale. Nous mangeons de la merde. C'est vraiment gravissime. Les gens ne voient, par exemple, sur les étiquettes des produits qu'ils achètent, des noms, des mots, E171. En voilà un qui est joli, par exemple. Or, le E171, il faut savoir que c'est de l'oxyde de titane. Mis sous forme de nanoparticules, il est tellement petit qu'il pénètre dans tout l'organisme et s'accumule dans les organes. Nous respirons de l'air pollué par des usines ou via les chemtrails. Les chemtrails, un anglicisme qui s'est imposé dans le langage de ces observateurs pour désigner des traînées persistantes au point de voiler complètement le ciel. Certains parlent de programmes de géo-ingénierie, c'est-à-dire d'épandage par les avions pour changer le climat et lutter contre l'effet de serre et le réchauffement de la Terre. Et pourquoi vous êtes là en fait ? Pour essayer d'informer de manière citoyenne nos concitoyens justement sur les techniques de manipulation du climat qui sont en cours depuis plusieurs années maintenant. Séverine habite dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Martin-de-Crau. Elle prétend avoir contracté une maladie étrange, celle des morgelons. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie des morgelons. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je ne comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Pour Séverine, cette maladie dite des morgelons serait provoquée par les chemtrails. Elle a filmé dans son jardin d'étranges filaments qui seraient tombés du ciel. Elle les a confiés sous constat d'huissier à un laboratoire d'analyse. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà. Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses. Parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus. Son dernier rapport d'analyse confirme la présence de phtalates, des composés chimiques qu'on retrouve dans les emballages ménagers, les plastiques, les peintures ou les cosmétiques. Des phtalates qui se révèlent très toxiques. Ces filaments, c'est une sorte d'arrosage généralisé sur un territoire immense, la France par exemple, voire l'Europe, avec des substances contenant des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent notre système endocrinien, et sans notre système endocrinien, on est, enfin je vais être vulgaire, mais on est foutu quoi. Nous tombons malades à cause de ce que nous mangeons et de ce que nous respirons. Et il suffit de voir l'explosion du nombre de cancers aujourd'hui. Tout cela n'est pas anodin, tout cela est voulu, car cela fait marcher l'économie de la mort. En effet, un homme malade permet aux banques de s'enrichir. Bien entendu, puisque pour combler le trou de la sécurité sociale, le gouvernement emprunte de l'argent aux banques. L'homme malade, c'est donc un jackpot pour les banques. Ensuite, l'homme malade, eh bien, il prendra des médicaments dont on ne sait pas très bien de quoi ils se composent. Et hop, re-jackpot. Parce que là, c'est l'industrie pharmaceutique qui s'en met plein les poches. Et je ne parle pas encore des fameux vaccins que vous nous imposez au mépris total de notre liberté individuelle. Si tu voulais avoir mon avis concernant les vaccinations et plus particulièrement concernant le tétanos, je vais pas revenir sur le fondamental. Par contre, je vais simplement te parler un petit peu de mon expérience.
Jusqu'à il y a peu de temps, je vaccinais à tour de bras les enfants qui avaient une quinzaine de jours avec des vaccins qui comportaient beaucoup de souches, 6 voire voilà. Et puis après, je me suis mis un petit peu à réfléchir quand j'ai eu ces informations. Si on réfléchit un petit peu, si on voit qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires et d'autres pas obligatoires, on fait vite le choix déjà d'écarter, dans le doute, ceux qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, concernant les vaccins qui sont obligatoires, j'essaie de trouver des vaccins qui n'étaient pas composés de métaux lourds, où il n'y avait pas de métaux lourds dans leur composition. J'en ai pas trouvé. Donc là, je suis je suis embêté et je me demande ce que vont devenir les gamins que j'ai vaccinés il y a quelque temps. Et j'ai la hantise d'en voir un ou plusieurs développer des maladies dont on a parlé jusqu'à présent. Parce que en écartant tout problème de procès ou quoi que ce soit, moi, je ne me le pardonnerai pas. Yann Chevalier a contracté la myofasciite à macrophages il y a 8 ans. Depuis, elle empoisonne son existence. Elle s'est déclarée 1 an après sa vaccination pour des raisons professionnelles contre l'hépatite B. J'ai été vacciné le 19 mai. Le 19 mai l'année d'après, je ne pouvais plus me lever. J'avais trop mal partout. J'étais parti le lundi matin, ça m'arrivait le week-end, et le lundi matin j'étais parti pour aller travailler, j'ai dû faire demi-tour parce que je ne pouvais plus conduire. Je n'arrivais plus à tourner mon volant. Ça devenait dangereux, j'ai fait demi-tour et je suis rentré pour dire à mon épouse, je ne peux plus conduire, j'arrive pas. Reconnu invalide, Yann, 40 ans, est aujourd'hui dans l'incapacité de travailler. 2 fois par an, il vient consulter à Créteil, toujours accompagné de sa femme, car se déplacer seul lui est devenu impossible. On le sait quand on a un enfant qui est normal et qui, après avoir reçu le vaccin, devient subitement différent. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Nous avions vu ce qu'il était avant et comment il allait, et là, ce qu'il est devenu. Je souhaiterais ne pas avoir écouté le médecin qui nous a dit qu'il fallait faire vacciner notre enfant. Quand il a eu son vaccin RRO, on a eu droit à 1 année de hurlements. Il criait quasiment 24 heures sur 24. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Et puis il y a ceux qui sont dans le doute, et puis alors il y a ceux qui sont payés par les laboratoires, justement parce que tous ceux qui sont à des postes clés sont des gens qui sont responsables, qui sont payés par les laboratoires, qui ont des liens d'intérêt. Alors de temps en temps, effectivement, il y a un petit scandale qui sort, on parle des liens d'intérêt, monsieur Xavier Bertrand nous dit on va changer l'AFSAP, etc., etc. On ne change rien du tout, on change le nom de nouveau, et on ne change rien d'autre. Et ça continue, et ce sont les intérêts qui mènent le monde. On est conditionné par la peur. C'est aussi parce que je pense qu'on est depuis quelques générations conditionnés à ça, à croire ce qu'on nous dit dans les médias et à ne pas rentrer chez soi et à se poser des questions. Donc les gens, dès qu'on les sort de ce contexte où on leur donne un prêt-à-penser, un prêt-à-croire, un prêt-à-vivre, un prêt-à-manger, dès qu'on les sort de ça, ils sont effrayés. Et c'est ce qui permet de les conditionner, de les manipuler et pendant ce temps, à une petite minorité de faire ce qu'ils veulent. Monitoring the emerging cases of swine flu in the United States. And this is obviously a cause for concern and requires a heightened state of alert. The president now declaring the H1N1 outbreak a national emergency. The White House says the president signed this proclamation last night. It will allow medical officials to bypass certain federal requirements. Some officials describe this move as being similar to a declaration ahead of a hurricane.
And since the goal that I have read of the elite, if I can use that word, is to diminish our population on planet Earth by at least 2/3, maybe even 5 billion. So that's very, very negative. Can you explore that more? I mean, we're facing this new disease which is coming out, the swine flu. Oh, that's just rubbish. I mean, that is really rubbish. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. And of course, behind the whole thing is to diminish world population, because it's very toxic, and to get milliards and milliards and milliards into the pockets of those who put them out. Rumsfeld is an owner also in one of the big drug companies. And since they want to diminish the population, so they start saying that children and pregnant women are the first ones. Eliminate the next generation. They are just having a scary program in the mass media. All mass media says, oh, it's going to be terrible. Now it's something, bang, bang, bang. It's a scary, scary, scary propaganda. And people get scared because they don't know. So what's the ultimate strategy, do you think, that's happening with this? What's their target? What's their intent? The target is to get rid of so many people as possible and to get as much money for them as possible. Pour moi, l'enjeu là, c'est d'empêcher que cette campagne de vaccination se fasse. Parce que je n'ai pas envie que mon voisin, petit vieux, mal informé et que tout ça dépasse, se fasse potentiellement empoisonner par ces vaccins, ni les enfants de ma voisine. Je n'ai pas envie de jouer dans cette manipulation-là. Et non seulement je n'ai pas envie de jouer, mais il est très clair qu'avec une quantité de personnes ici en France, nous agissons et nous allons continuer à agir, non pas pour voir ce qui se passe, mais pour empêcher. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un tremblement de terre à Kobe, au Japon. Couverture vaccinale au Japon, parce que là on ne rigole pas, hein, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté non plus. Couverture vaccinale, 98%. L'eau a été coupée, l'eau potable a été coupée. Les conditions sanitaires ont été épouvantables. 5 jours plus tard, les maladies infectieuses étaient partout dans la ville de Kobe. Pourtant, ces gens étaient vaccinés à 98%. Alors celui qui me fera croire encore que les vaccins, ça protège de quoi que ce soit il ne veut pas entendre, soit c'est un imbécile, soit il est payé par les laboratoires. Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Arrêtez de vous faire vacciner. Ici, on dénonce les effets secondaires du Gardasil. 3 ans après son lancement, plus de 13 000 personnes ont déclaré officiellement avoir souffert d'effets secondaires. Hospitalisation, paralysie, thrombose, 38 personnes seraient mortes après la vaccination. Le lien de cause à effet n'a pas été établi pour l'instant. Mais pour les familles, le vaccin est bien la cause des décès. Nous sommes dans la banlieue de Washington. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christina. Mais Christina n'est plus là pour fêter ses 23 ans. Ensemble, nous pouvons faire le vœu que plus aucune jeune fille ne tombe malade à cause de ce vaccin. Qu'il soit retiré du marché et que des recherches scientifiques plus approfondies soient menées. La jeune fille qui était jusque-là en pleine santé est décédée 12 jours après la 3e injection de Gardasil. Après la 3e injection, Chris a passé quelques jours à la maison, puis est retournée 10 jours à l'université. Et la police est venue frapper à ma porte pour me dire qu'ils l'avaient retrouvée morte dans son lit. À New York, nous rencontrons Mark Sadaka, l'avocat d'Emily Tarcel. Il affirme qu'il y a beaucoup d'autres victimes du Gardasil. I have, at this point, 12 Gardasil death cases. Pour le Gardasil, j'ai 12 cas de jeunes filles mortes et un nombre incalculable de jeunes filles paralysées suite à ce vaccin en raison de l'adjuvant qui contient de l'aluminium. Chez certaines personnes, cela cause une réaction sévère
de type allergique, et ces personnes peuvent en mourir. Depuis l'âge de 2 mois, Raphaël est nourri au lait infantile. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'aluminium dans le lait? Ah bon? Eh oui. Bon, vous allez me chercher la boîte, on regarde s'il y en a. Ce bébé d'1 an et demi en a bu jusqu'à 1 litre par jour. Mais sa maman ne le savait pas, car ce n'est jamais marqué sur les boîtes. Parce qu'il y a de l'aluminium, mais très probablement, mais on ne sait pas combien. Il y a une étude qui a été menée par le professeur Exley en Grande-Bretagne, qui a étudié 15 marques de lait. Et dans ces 15 laits maternisés, même les laits bio qu'il a étudiés, il y avait de l'aluminium dans une certaine proportion. Non négligeable, ça n'a rien à faire dans un lait maternisé. C'est dans cette université de Cornwall que Chris Exley étudie la toxicité de l'aluminium. En 20 ans de recherche, il en a trouvé des quantités importantes dans nos produits de consommation courante. Ok. On va mesurer un de ces produits. Vous voyez, l'emballage est en aluminium. La boîte est en aluminium. Sa dernière découverte, c'est le lait infantile, un aliment soi-disant très contrôlé par les autorités sanitaires. Pendant 1 an, il a analysé les 8 poudres de lait les plus vendues en Grande-Bretagne. Pour mesurer l'aluminium, Chris Exley a utilisé cette machine ultra précise. Nous sommes en capacité de mesurer l'aluminium à des taux vraiment très très bas. À sa grande surprise, Chris Exley a trouvé des taux très élevés d'aluminium dans les poudres de lait, de 0,4 à 0,63 mg d'aluminium par litre, entre 2 et 3 fois plus que la limite dans l'eau du robinet. 0,63 mg par litre, 0,5 et les autres sont aux alentours de 0,4. Rappelez-vous, le taux autorisé dans l'eau du robinet, c'est 0,2 mg par litre. Pour moi, l'aluminium dans les préparations infantiles est un scandale. Pour Chris Exley, ingurgiter de telles quantités d'aluminium dès les premiers mois de notre vie représente un réel danger. Chez les enfants jusqu'à 6 mois, la barrière encéphalopathique n'est pas formée. Ils sont plus enclins à accumuler de l'aluminium dans leur cerveau. Ils sont très vulnérables, plus qu'à n'importe quel âge. On sait, d'après nos études, qu'on accumule tous de l'aluminium dans notre cerveau avec le temps. Donc, c'est un problème. Si vous chargez en aluminium le cerveau d'un bébé dans les premiers mois de sa vie, l'aluminium peut alors entraîner des dommages pour le reste de votre vie. À quoi ressemble une nourriture sans aluminium? Première comparaison entre une brioche bio et cette brioche industrielle. Dans la brioche conventionnelle, on a des colorants. Le deuxième chose, c'est on va retrouver des antioxydants et aussi l'utilisation d'arômes et de protéines de lait qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans la brioche bio. On a ici des arômes, mais qui sont des arômes naturels et qui, plus est, proviennent de l'agriculture biologique. Sans antioxydants, les gâteaux bio se conservent moins longtemps. Et sans colorant, le pain de mie n'a plus la même blancheur que ce pain industriel. On voit déjà les différences de couleurs. Les additifs là aussi peuvent être utilisés, notamment dans le cas du conventionnel pour un blanchiment. Donc d'avoir un pain blanc, et on voit très bien la différence entre les deux. Donc de blanchir à outrance, on voit pas l'intérêt, à part de conditionner le consommateur et de lui dire qu'un pain de mie, ça doit être blanc. Dans nos aliments, l'aluminium est incontournable, mais il est impossible d'additionner les doses que nous absorbons. Ici, l'aluminium est un produit miracle. Il facilite la pénétration des crèmes, durcit le vernis des ongles ou blanchit les dents. Et dans les déodorants, il permet de bloquer la transpiration. Les antitranspirants peuvent contenir jusqu'à 20% de sel d'aluminium. Il y a de plus en plus de marques de déodorants qui laissent le choix aux consommateurs, parce qu'ils savent, qui laissent le choix entre une formulation avec alu, ce qu'on vient de voir, et une formulation sans alu. J'ai trouvé 3 marques nouvelles
Au début, il n'y avait que Shaya. Maintenant, j'en ai trouvé 3 marques. Regardez, sans aluminium. Ces produits sans sel d'aluminium masquent l'odeur, mais ne bloquent plus la transpiration. Et leur slogan est un argument de vente. Mais attention aux arnaques marketing. Ouh là là, le piège. Le piège. Elles sont tombées en plein dans le piège. Voilà, sans chlorhydrate d'aluminium, la nouvelle pub. Et je lis à la pierre d'Alun. Vous savez ce que c'est que la pierre d'Alun? Oui, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Oui, mais c'est naturel. Mais c'est pas. Les anamides phalloïdes sont des produits, c'est des naturels, hein, c'est toxique. Qui dit oui, naturel, méfiez-vous de l'argument naturel. L'aluminium des antitranspirants serait beaucoup plus dangereux que celui que nous mangeons. C'est ce qu'a découvert une équipe de chercheurs à Poitiers. Dans cet hôpital universitaire, le docteur Guillard et le professeur Pinault travaillent depuis 8 ans sur le passage de l'aluminium à travers la peau. Et c'est ici qu'en 2004, vous avez découvert un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel où tout a basculé sur le passage transcutané de l'aluminium. Tout a basculé en 2004, tout a été remis en question. Cette année-là, une patiente lui décrit des symptômes de fatigue et de douleurs intenses. Mais aucun médecin n'arrive à comprendre. À ce moment-là, nous avons dosé ici, dans cette salle blanche, l'aluminium. Et lorsqu'on m'a dit le taux, Annie Marot est venue me voir, la technicienne, et m'a dit, regarde, elle a 105 microgrammes litre. Ce sont des taux énormes. Par rapport aux témoins, par exemple, c'est 2 ou 3 microgrammes litre. Donc, on s'est un petit peu affolé quand même. Pendant 1 an, l'équipe d'Olivier Guillard mène l'enquête. Elle finit par trouver la cause de cette intoxication à l'aluminium chez leur patiente. Donc ici, de janvier 1999 à janvier 2003, ça veut dire que pendant 4 ans, elle s'est mise cette crème d'antitranspirant à base d'aluminium. Et croyez-moi, d'après ce qu'elle me disait, elle en mettait matin et soir sur une peau rasée. À ce moment-là, voyant le taux d'aluminium dans le sang, je lui ai dit d'arrêter, ici on va bien antiperspirant stop, d'arrêter les antiperspirants. Et à ce moment-là, le taux, c'est très significatif, est revenu seulement au bout de 8 mois, le taux normal d'aluminium. Pour les 2 scientifiques, c'est une révélation. L'aluminium contenu dans les antitranspirants passerait la barrière de la peau et intoxiquerait ses utilisateurs. Pendant 1 an, ils vont tester une dizaine d'antitranspirants sur des échantillons de peau humaine déposés à la surface de cette petite fiole. On va déposer à la surface de la peau le produit que l'on veut tester. L'aluminium contenu dans l'antitranspirant passe à travers la peau et se déverse dans ce liquide jaune. Selon la peau des personnes, ce liquide va contenir plus ou moins d'aluminium. L'aluminium contenu dans les antitranspirants appliqué sur peau saine est retenu en très faible quantité au niveau de la couche cornée. Par contre, sur peau lésée, ce qui est fréquent sur la personne qui va se raser régulièrement, la quantité qui pénètre est multipliée par 6, ce qui devient important et peut entraîner des pathologies telles que le cas clinique que nous avons observé sur Poitiers. Les chercheurs de Poitiers ne sont pas les seuls à s'inquiéter des effets toxiques des antitranspirants. En Angleterre, Philippe Adarbre mène depuis 2003 des recherches sur les cosmétiques et le cancer du sein. Ses conclusions sont terribles. Nous suggérons que les cosmétiques peuvent être une cause de cancer du sein à cause des substances chimiques qu'ils contiennent et qui sont appliquées directement dans la zone adjacente au sein. Le cancer du sein survient fréquemment dans le cadran supérieur externe du sein, cette zone où sont appliqués les cosmétiques. Donc je vous accuse, Madame Koenings, de participer à ce sinistre projet parce que vous ne faites rien pour lutter contre la malbouffe et l'invasion des additifs alimentaires. Vous le savez très bien, l'aspartame est cancérigène. En fait, l'aspartame et le glutamate monosodique sont les 2 additifs les plus dangereux sur le marché et bizarrement, ce sont les 2 plus
récurrents dans nos produits alimentaires. Et ces deux additifs sont des excitotoxines qui excitent et détruisent les neurones. L'aspartame, qu'on appelle aussi E951, provoque des tumeurs cérébrales. L'aspartame provoque et attaque le système nerveux. Il attaque les yeux, la mémoire, le foie, les reins, etc. En fait, c'est un véritable poison. Et c'est parce que l'aspartame contient du méthanol au pouvoir sucrant et que cette molécule se transforme en formaldéhyde hautement cancérigène qui peut provoquer des troubles très graves du comportement. Dans son livre, le professeur Woodrow Monté cite 740 sources scientifiques qui attestent de l'extrême nocivité de l'aspartame, et en particulier du méthanol qu'il contient. 740 sources scientifiques. Et à vous écouter, il semblerait qu'il y ait beaucoup de scientifiques mentalement malades ou incompétents dans ce monde. Et pour le professeur Alemani, depuis 35 ans, cet additif a tué 200 millions de consommateurs dans le monde. C'est une arme de destruction massive silencieuse. Dr Robert, Jim McDonald, professeur Woodrow Monté, professeur John Olney, Ralph Walton, Corinne Gouget, Claire Sévrac, ils sont nombreux ces scientifiques sérieux qui ont traité de ces sujets. Et ils ont tous un point commun, avoir été diabolisés par les médias, discrédités par les politiques comme vous me discréditez et les lobbies pharmaceutiques et agroalimentaires. Vous laissez nos concitoyens ingérer des poisons pour satisfaire les lois du marché, pour créer des produits que l'on peut conserver des semaines et qui nous tuent à petit feu. Bref, vous rendez consciemment vos concitoyens malades pour le fric.